Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui fait partie de mon top 3 de films de super-héros, et sachez qu'il n'est pas troisième. Et par ailleurs, si vous voulez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un top 10 de mes films de super-héros préférés, ou un top 10 de mes films tout court, ou un top 10 de mes films d'animation préférés pourrait vous plaire. Si oui, je préparerai ça et ça sortira le mois prochain ou courant du mois de juillet, tout dépend de votre envie concernant ces différents projets. En tout cas, concernant Logan, pour moi, c'est clairement la meilleure chose qui soit arrivée au personnage, mais également à la saga, sincèrement. Non pas parce que c'est la fin, mais parce que c'est le meilleur film en fait. Parce que James Mangold revient, parce que oui, ce qui est intéressant, c'est que James Mangold avait déjà réalisé le combat de l'immortel, donc celui juste avant. Et ce qui est fou, c'est que tu te dis, on peut manger de la merde et chier de l'or. C'est la même chose. Là, Logan est à des années-lumière du combat de l'immortel. Sincèrement. On a des scènes impactantes que je n'oublierai jamais et qui font partie, encore une fois, de mes scènes préférées dans un film de super-héros et même dans un film tout court. Et je voulais aussi débuter mon argument, mon propos par rapport au titre. Logan. Parce que pour moi, c'est la première fois qu'on voit le vrai Logan dans un film du côté de la Fox. Pourquoi ? Parce que dans les premiers films X-Men, il est toujours associé aux X-Men et il recherche son passé par tous les moyens nécessaires. Dans le premier film Wolverine, il est un peu manipulé, un petit peu contrôlé, un petit peu mis sur le côté par rapport au... pas forcément par rapport aux X-Men, mais plus par rapport à cette confrérie, par rapport à William Stryker. On sent qu'il y a toujours quelque chose au-dessus de lui. Dans le deuxième, on a les répercussions d'X-Men l'affrontement final, avec la mort de Jean Grey qui viennent le hanter dans ce deuxième film. Et pareil, on a des éléments du passé qui viennent surplomber toute son histoire. Là, c'est la seule fois, la première fois, et pour le coup la dernière, sans compter Deadpool et Wolverine, qu'on a un film sur lui qui parle de lui. Parce que les autres films, ça parle d'une petite partie de son histoire. Là, ça parle de... on va dire, c'est un petit peu sa révérence, c'est-à-dire de parler de tout ce qui s'est passé avant et de terminer son arc de la plus belle des manières. Et pour moi, c'est une mise à nu. Logan, c'est pas son prénom, mais c'est l'un de ses premiers pseudonymes, parce que oui, il s'appelle James, il s'appelle aussi Logan, oui, mais il s'appelle Wolverine, je crois qu'il y a Serval, enfin bref, il y en a Serval, pardon, il y en a beaucoup des noms. Mais ils ont choisi Logan parce que c'est le prénom qu'on lui donne la plupart du temps du côté de la saga. Et le fait qu'on lui donne comme titre son prénom, ça montre que oui, Wolverine c'est terminé, que James c'est son passé, aujourd'hui c'est uniquement lui et ses décisions pour sa vie à lui. Les X-Men n'existent plus. Et ça, dans un premier temps, ce postulat, je l'ai trouvé hyper intéressant et plus que nécessaire pour un personnage qui n'a fait que graviter autour d'une équipe et qui n'a fait que servir une équipe. Là, c'est la première fois qu'il joue pour lui. Parce que tu vas me dire, oui, mais dans le combat de l'immortel aussi, il est sur lui, enfin, c'est pour lui, ouais, mais il y a des gens autour de lui qui vont l'aider. Là, il est, semble-t-il, tout seul pour protéger X-23, mais aussi pour protéger le professeur Xavier. Contre, justement, des antagonistes qui vont essayer de récupérer X-23 et d'autres enfants. Là, c'est clairement une passation de pouvoir qui fonctionne, mais parfaitement bien. Et je voulais aussi, dans cette critique, revenir sur ce genre de scène qui, pour moi, sortent du lot par rapport à tout ce qui a été fait du côté de la saga X-Men. Alors, il y a eu de bonnes idées. Il y a eu Quicksilver qui court au ralenti, tout ça. Ça, c'était hyper intéressant. Mais au niveau de la photographie, on n'a pas vraiment de film qui sortent du lot, comme Logan le fait. Et Logan, que ce soit cette scène-là, où vraiment on est sur des teintes à la fois un peu orangées, un petit peu ternes, un petit peu grises, un petit peu blanches, un petit peu noires, un petit peu vertes, ça ressort totalement. Et encore une fois, si on rappelle un petit peu le poster qui est orangé, encore une fois, on voit un soleil qui se lève ou un soleil qui se couche. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est soit son renouveau, soit sa fin. Et bon, c'est écrit, son heure est venue. Par rapport à tous ces choix-là de colorimétrie, de choix de plans, etc., je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que là, ce plan-là, il est magnifique, mais pour moi, l'un des plus beaux plans de ce film, c'est notamment lorsqu'on découvre pour la première fois le professeur Xavier dans ce château d'eau qui a fini par tomber, et dans lequel on a fait des trous pour laisser rentrer des faisceaux lumineux, qui vont éclairer la pièce.
qu'est-ce que c'est beau. Parce que le matin, enfin la journée, ça fait en sorte que le soleil illumine la pièce, et la nuit, ce sont les étoiles, c'est la lune qui va faire en sorte que il ne sera jamais dans l'obscurité. Et ça, j'aime beaucoup parce que aussi ça traduit oui, le professeur Xavier a causé du tort à énormément de personnes, puisqu'il en a tué beaucoup à son insu, donc on a ce côté de l'obscurité, mais en même temps, ça ne lui interdit pas de temps en temps d'avoir des moments de lucidité, et donc ces faisceaux lumineux, tu vois, il y a cette mise en scène qui est mise en œuvre pour nous plonger à l'intérieur même de ces personnages-là. Et pour moi, c'est ce qui catégorise le mieux un film, ce sont aussi, au-delà de son propos, la manière de filmer, quelle va être la vision du réalisateur, qu'on n'avait pas forcément vu dans le film précédent, et là, qui nous saute aux yeux. Et ce qu'on nous a proposé avec ce film, c'est visuellement génial. Après, encore une fois, j'entends que certaines personnes soient du côté de ouais, mais il y a aussi des moments un peu creux dans le film, parce que on a ci, on a ça, on a le moment avec les chevaux, où c'est pas forcément très intéressant. Au contraire, ce moment où on va découvrir donc une famille va nous faire comprendre, dans un premier temps, qu'on est dans un monde futuriste, puisque les voitures semblent se guider elles-mêmes, mais en plus de ça, ça va nous montrer que oui, en fait, personne n'est à l'abri. On voit que même des personnes lambda qui n'ont pas de pouvoir ont eux-mêmes des problèmes avec d'autres personnes, etc. Et que ça peut aller très très loin. Ça nous montre aussi la violence possiblement des États-Unis, parce que je vous rappelle quand même que le but du film Logan, c'est d'aller au Canada. Il y a tous ces aspects-là qui rentrent en compte. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une dénonciation politique? Je n'en sais strictement rien. Je n'habite pas aux États-Unis, je ne connais pas le contexte de l'époque. Donc c'est un petit peu particulier, mais est-ce que ce film Logan n'a pas voulu dénoncer tout ça sous couvert aussi d'un brin super-héroïque? C'est possible. Quoi qu'il en soit, ce film-là fait partie des meilleurs qui aient été faits, en tout cas du côté des films de super-héros. Mais en parlant aussi du poster, c'est vrai qu'on peut revenir sur X-23, interprété par Daphne Keane, qui joue très très bien, ça y a pas de souci. Alors je ne l'ai vu que dans ce projet-là et dans The Acolyte, donc je peux pas vraiment trop me pencher sur le talent qu'elle a, même si pour moi elle était très très forte dans Logan. Après je sais qu'elle a joué dans His Dark Materials et c'est une série dans laquelle elle performe, donc je ne sais pas ce que ça vous a procuré comme émotion quand vous l'avez vu, ce qu'elle joue bien, etc. Je n'en sais rien. Mais je trouve que le duo fonctionne très très bien. Mais je voulais terminer cette vidéo avec cette scène-là. Parce qu'il est vrai qu'on peut parler de I Am Iron Man. On peut parler de Avengers Assemble. Toutes ces scènes dans les films de super-héros où on a eu des frissons, où on s'est levé, où on a crié, où on a pleuré. Pour moi, ces scènes-là ne valent pas celle-là. Sincèrement, je vous le dis honnêtement, ça ne vaut pas cette scène-là. Parce que la scène où Wolverine va s'injecter donc un produit qui va faire en sorte que il se condamne pour sauver les enfants, tu te dis, ah ouais, déjà là c'est fort. Il y a un enjeu qui est particulier. Parce que c'est quelqu'un qui était censé être immortel, on comprend qu'il a une fin de vie, et que ça arrive maintenant. Et il se sacrifie pour pouvoir sauver ces enfants-là. Et cette scène qui nous montre toute la férocité qui se cachait dans le personnage, parce que trop vieux, parce que peut-être un petit peu à l'écart de tout ce qui s'est passé, parce qu'il a vécu beaucoup de choses et qu'il ne veut plus forcément refaire partie d'un monde où on a énormément de violence, énormément de complexité. C'est hyper intéressant d'avoir eu cette scène-là. Parce que c'est pas une scène qui est mise là parce qu'on avait besoin de férocité, de violence, de sang. C'est une scène là qui est là pour montrer la construction du film et la déconstruction du personnage. Qui commence par dire « Je ne ferai rien pour les autres. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir de l'argent, prendre mon bateau et vivre sur un bateau avec le professeur Xavier jusqu'à ce qu'il meure et moi, je meurs aussi. Parce que je sais de toute manière que je vais mourir. Parce qu'en plus de ça, je prévois une balle d'adamantium pour me la mettre dans la tête pour mourir à un moment donné, mais mourir dans les bonnes conditions, entre guillemets, pour lui. » Là, le fait que il se sacrifie, non pas pour son bien-être, mais pour le bien-être d'autres personnes, ça rappelle tout ce qu'il a fait du côté de la saga X-Men, mais tout en ayant ce côté personnel aussi du côté de la trilogie Wolverine. Et pour moi, cette scène-là est incroyable. Donc par rapport à ce que ça véhicule, mais aussi par rapport à la chorégraphie, par rapport au cri, par rapport à la dernière image de cette scène-là où il va limite regarder la caméra avec ses rouflaquettes, où tu vas vraiment avoir l'impression qu'on est sur un animal, un loup, un lion, enfin plus un loup pour le coup. C'est génial. Sincèrement, c'est génial. Et c'est pour ça que moi, cette scène-là, elle fait partie de mes scènes préférées dans un film de super-héros, voire même c'est la meilleure scène dans un film de super-héros, selon moi. Vous pourrez me donner 1000 exemples. Je vous dirais oui, mais il y a cette scène-là. Parce que pour moi, cette scène-là, elle est indétrônable par rapport à tout ce qui a été fait du côté des films Marvel et DC. Encore une fois,
cela n'engage que moi. Peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec moi et je l'entendrai, mais parfaitement. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de ce film-là. Peut-être que je me fourvoie, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, mais dans ce cas-là, je t'avoue que je m'en fous un peu, parce que moi, c'est mon avis, comme vous devriez vous en foutre de l'avis que j'ai sur un film que vous aimez ou que vous détestez. Moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai eu mon avis, je vous le partage, vous partagez-moi votre avis, mais vous n'allez pas changer mon avis. C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, c'était un véritable plaisir. Et je crois que le prochain film qu'on va évoquer, c'est Deadpool 2, qui est tout aussi... non, pas tout aussi bien, mais qui est bien, mais qui a quand même des défauts, on ne va pas se mentir.